7h55, mesdames et messieurs, le soleil se lève sur Mbidjan. C'est comme ça qu'on appelait Abidjan, la capitale économique de notre pays, il y a quelques années en ethnie Tchama. Si mes souvenirs historiques sont exacts. Merci d'être avec nous. Bienvenue la famille à ce quatrième rendez-vous des matinales en ce 11 avril 2019. Oui, aujourd'hui c'est le 11 avril 2019. Et au sommaire, on aura la santé, bien sûr, parce que vous savez que tous les jeudis, on s'arrime à la santé avec le docteur Komwa Kwao Mida, professeur titulaire de pneumopsychologie. Voilà, c'est ça, la tuberculose, diagnostic, symptômes et prise en charge. C'est tout un programme, c'est un problème de santé publique. On va suivre avec beaucoup d'intérêt l'intervention de ce professeur qui nous fait l'insigne honneur de son auguste présence. Vous avez parlé de présence à ma gauche, donc à votre droite, celle ravissante de Alix. Bonjour Alix, ça va bien? Ça va, bonjour Marco, je vais très très bien. Bienvenue à tous pour ce quatrième numéro de votre matinale. Nous sommes à la deuxième semaine de ce mois d'avril, un mois très cher à notre cœur. Et aujourd'hui, on parlera santé. Il a annoncé, on aura encore un deuxième docteur sur ce plateau. Voilà, pour rester complet sur le sujet, on parlera avec le docteur Aka Félix. Il est naturothérapeute et on parlera de l'hygiène alimentaire. On donnera quelques indications sur le petit déjeuner. En tout cas, qu'est-ce qui devrait constituer un petit déjeuner équilibré pour les étudiants, les travailleurs de force. Ah oui, ça, c'est un programme, un bon programme. Et puis également, vous savez que le jeudi, on a notre minute, on a nos minutes, façon de parler, développement durable, avec Cédric Lombardo qui viendra également nous informer. On va vraiment s'abreuver à la source de son précieux savoir. Comment financer la transition écologique? On a bien parlé pendant des années d'écologie, de développement durable dans notre pays, dans nos pays, mais l'argent pour financer ce développement durable, il vient d'où? Comment avoir l'intelligence des politiques pour qu'on puisse avoir des fonds pour le développement durable, pour entrer de plus en plus dans le côté concret de la chose? Ce sera l'affaire de Cédric qui est en train d'arriver de Bassam avec sa moto légendaire. Eh oui, parlons toujours de changement climatique. On va faire une petite escale du côté de la Thaïlande où justement le changement climatique se fait sentir de manière très précise. Et puis aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous le savez, c'est le 11 avril, on célèbre les saints Stanislas. Vous connaissez les Stanislas, vous? Le plus illustre qu'on connaît, c'est Stanislas, Justin Stanislas. Justin Rabbi Stanislas, exactement. Vous avez une de ses chansons en tête? Oui, c'est ça. C'est le titre très en vogue qui a marché beaucoup. C'est le titre. Pardon? J'ai que, Stalix, les notes. Stalix. Ça, c'est pas Stanislas, c'est Stalix. Stanislas. ou la chanson en hommage à M. Nizako Antoine, voilà, elle aussi, oui. elle reste bien dans Le téléphone va crépiter. Alors, anniversaire ivoirien, anniversaire de M. Georges Ndiakofi, président du conseil d'administration d'une grande banque de la place. Ah oui, voilà. l'ambassadeur Georges Ndiakofi. Joyeux anniversaire, monsieur le président du conseil d'administration de la magnifique épouse à l'hémicycle. Eh oui, monsieur Georges Ndia. Joyeux anniversaire. N'oubliez pas de nous inviter pour l'anniversaire. S'il y a une célébration, nous, on est là, juste en passant comme ça, on peut assister. À main levée. Et d'autres anniversaires de personnalités au niveau international. 11 avril 1987, une date. Joss Stone, elle est chanteuse. Et voilà, une belle blonde pour 1987. Elle fête 32 ans précisément aujourd'hui. Et puis vous avez certainement souvenance de cette chanson de Lisa Stanfield. Ah oui, elle a pris les années... Enfin... Mais elle est toujours belle, Lisa Stanfield. Oui, Lisa Stanfield, chanteuse avec de très belles mélodies. All Around the World, c'est une chanson qui a bercé l'enfance de bon nombre de personnes. Et quand j'entends Lisa Stanfield comme ça me rappelle Eric Didia, qui est très fanat donc, de Lisa Stanfield. Coucou donc au grand frère Eric Didia, le grand frère Zada, le chasseur. Donc Lisa Stanfield, c'est son anniversaire aujourd'hui. Lui, je ne sais pas quand c'est son anniversaire, mais il va falloir faire fort. Le jour de son anniversaire, on va devoir lui livrer beaucoup de bonnes choses. Parce que chaque matin, on va privatiser une pâtisserie. Matin, il se fait livrer du croissant. Le seul journaliste de l'Afrique de l'Ouest à se faire livrer sur commande des croissants. Il est à la RTI 1. C'est Régis, c'est celui qui intervient maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes au rendez-vous de la bonne humeur. Réalisation Christelle Akoussa et toute son équipe là-haut. Bonjour à vous Alix et Marco, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce premier rendez-vous de l'actualité. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est à Abidjan depuis hier soir. Il effectue une visite d'amitié et de travail de 48 heures en terre ivoirienne.
À sa descente d'avion, le président égyptien a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Comme vous pouvez le constater, plusieurs accords de coopération seront signés à l'occasion de cette visite. Le Conseil des ministres d'hier a adopté un décret portant approbation du contrat de partenariat avec la société belge Semlex en vue du renouvellement des cartes nationales d'identité CNI venant à expirer à compter de juin 2019 pour Sidi Touré, porte-parole du gouvernement. Cette signature de convention avec cet opérateur privé s'inscrit dans l'optique du processus de mise en œuvre du registre national des personnes physiques qui fera la production des nouvelles CNI. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly et sa délégation sont aux États-Unis. Ils prennent part aux assemblées de printemps du Fonds monétaire international FMI et du groupe de la Banque mondiale. Cette mission du gouvernement contribuera à renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et les institutions de Bretton Woods. Un nouveau système d'information foncière est mis en place par l'agence foncière rurale AFOR. Ce système présenté au grand public devra permettre de faciliter la délivrance de certificats de foncier. Après l'hommage de la communauté scientifique et celui des institutions, les enfants de l'école du district d'Abidjan célèbrent Bernard Dadier, disparu à l'âge de 103 ans. Récital, chant, découverte des œuvres de Dadier, les tout-petits ont fait le tour de la riche production littéraire de l'écrivain. On fait le point avec Franck Quadio. Le hall de cette salle du Palais de la Culture pour retracer le parcours de Bernard Dadier. Cette jeune élève en classe de CM2 se découvre une passion pour l'écrivain centenaire récemment disparu. Il est important parce qu'il a écrit des livres pour les anciens et les élèves. Comme elle, de nombreux élèves des écoles du district d'Abidjan, l'hommage national à l'écrivain ivoirien Bernard Dadier sous un angle plus que jamais didactique dans cette salle qui porte le nom de l'écrivain. Les tout-petits revisitent Clémier. Ça salit un peu le mur. Parler de Bernard Dadier, je dirais que c'est un homme qui a un grand sens du patriotisme et que c'est un homme qui aimait beaucoup les livres. Des sketchs, des conseils et des témoignages comme celui de Lambert à Montano, contemporain de Bernard Dadier, ancien ministre de l'Éducation nationale. J'ai été voir le président de la République. Il dit qu'il n'est pas normal que Dadier Bernard, grand écrivain, soit attaché à l'administratif, alors que des gens qui n'ont que le certificat d'études par qualification professionnelle sont administrateurs civils. Le président m'a dit qu'il mérite mieux que cela. Une semaine consacrée à l'écrivain, des universitaires venus de Guyane aux côtés de la Fondation Bernard Dadier sont conquis. Ce sont ces jeunes-là qui vont continuer l'œuvre de Bernard Dadier et il est bon que ces jeunes puissent avoir ça en mémoire. Ils ont Bernard Dadier, Léon Gontran Damas, Césaire, Senghor, milité par rapport à la défense, la valorisation de l'homme noir. Bernard Benin Dadier, décédé à l'âge de 103 ans, plusieurs générations profiteront longtemps encore et avec enthousiasme de sa riche production littéraire. Voilà, notons que l'inhumation de l'homme aura lieu demain vendredi. Voilà, c'est la fin de ce bref regard sur l'actualité nationale. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 6h30. Merci Régis, à tout de suite. Et pour s'octroyer une longévité comme celle de l'illustre disparu, il faut en tout cas intégrer dans son fonctionnement, dans sa vie tout simplement du sport. C'est en tout cas ce que nous on essaie de vous apporter chaque jour lors de cette émission. Et pour aujourd'hui, ce sont des exercices d'enchaînement que le coach Cyril Niamké vous propose. J'espère que vous allez bien. Coach Cyril Niamké pour vous servir. Alors aujourd'hui, de petits exercices qu'on va faire pour étirer un peu tous les muscles, pour vous sentir mieux ce matin, délier un peu les tissus qui sont resserrés. 5 exercices très simples à faire. On va faire un échauffement dynamique. On va commencer par un exercice très simple. On va lever la jambe, toucher la pointe du pied et alterner. 20 répétitions. Alors ceux qui n'arrivent pas à toucher la jambe, c'est pas grave. Tendez juste la jambe où elle arrive et essayez de garder juste la jambe tendue. Voilà, 20 répétitions, 5, 4, 3, 2, 1, allez, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Parfait. On va faire une rotation des bras. 12 répétitions dans un sens et 12 répétitions dans l'autre sens. Alors on dit grande rotation des bras. 1, 2, n'oubliez pas d'expirer à chaque fin de rotation. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Prochain exercice, on va poser le talon au sol, frôler les orteils avec une main et alterner. On va aller toujours à 12 répétitions par côté. 5, 4, 3, 2, 1, allez go. 1, 2, 3, gardez la jambe bien tendue pour sentir l'étirement en arrière. 5 au niveau du fessier et l'arrière de la jambe. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Quatrième exercice, simple. On va juste se mettre sur la pointe des pieds, joindre la main, retourner, les retourner et pousser vers le haut au maximum. Donc mes bras sont tendus, je suis sur la pointe des pieds, j'essaie de tendre mon corps au maximum et je compte jusqu'à 12 répétitions. Allons-y, go. 1, 2, 3, tirez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Dernier exercice, on va se mettre à 4 pattes, au sol, tendre une jambe devant, donc on va fléchir, on va mettre devant, poser les deux mains à l'intérieur, pousser le bassin, donc je le mets un peu à genoux pour que vous voyez mieux, je pousse mon bassin vers l'avant, je serre les fesses pour étirer cette partie, et je vais plus vers l'avant aussi avec ma jambe qui est devant pour étirer l'arrière de ma jambe qui est fléchie, qui est devant. D'accord? Donc mes deux mains à l'intérieur, je bombe la poitrine, je pousse mon bassin vers l'avant pour 12 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je change de jambe. Le même principe. Jambe fléchie vers l'avant. Je pousse mon bassin vers l'avant. Je me redresse. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. Alors, fin de la petite session, de la petite séance d'étirement, c'est de petits exercices comme ça que vous pouvez faire qui vont vous aider à vous sentir mieux le matin. Si vous êtes courbaturé, si vous vous sentez un peu fatigué, KO, c'est des exercices qui vont vous redonner un peu la pêche et vous permettre d'aller mieux. Alors, à pratiquer sans modération, faites-les souvent. Vous pouvez noter les exercices, je le répète souvent, notez-les pour les refaire quand vous aurez le temps. Vous pouvez même faire un programme avec tous les exercices que je vous donne. Ça vous sera que bénéfique. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. Au revoir. Merci coach, c'est toujours un plaisir donc de profiter de vos exercices et on espère que chez vous à la maison vous vous êtes mis, on a essayé de pousser un peu le fauteuil, en tout cas essayer d'avoir un petit espace pour avoir son pain quotidien au niveau du sport, ça fait du bien. Ah, j'ai dit pain, nourriture. Nourriture comment? On l'a dit, on le redit et on le dira toujours que le petit déjeuner est le repas le plus important de la santé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien, ça tombe bien. À Matin Bonheur, on arrive à avoir la clé qui décrypte tout. On a des consultants, on a des chroniqueurs, on a des hommes, des femmes qui nous expliquent tout. C'est ça la force de Matin Bonheur, l'émission la plus citoyenne donc, de la chaîne RTI 1. La preuve, sur ce plateau ce matin, l'un des docteurs naturothérapeutes les plus emblématiques de sa génération. 63 ans, il ne les fait pas, il est jeune, il peut battre, il peut faire le marathon d'Abidjan, tout ça, vraiment avec la même sur les 10 km. Oui, sur 40 km sans problème. Docteur Akafélix, bonjour. Bonjour Marcelin, bonjour Alix. Ah, aujourd'hui, là, il a mis les deux ailes. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Alors, docteur, le thème est très intéressant aujourd'hui, comme tous les thèmes d'ailleurs. Quel petit déjeuner pour étudiants, travailleurs de force et personnes âgées? C'est tout un problème. En effet, c'est un constat que je fais depuis 39 ans.
L'étudiant, le travail de force, ces personnes âgées mangent la même chose. Ce qui ne me paraît pas du tout cohérent. La même chose, c'est quoi? C'est quoi? Constitué Je veux dire quoi? L'étudiant a besoin d'utiliser son cerveau pour travailler. Et les aliments qui nourrissent le cerveau, ce n'est pas le riz, ce n'est pas la viande, ce n'est pas le pain. Voilà, leur destination n'est pas à ce niveau-là. Les aliments qui nourrissent le cerveau marcellin sont les fruits. Les fruits avec le fructose, les fruits avec le glucose. Donc, le carburant du cerveau, c'est le glucose, le sucre. Et si on s'avère de consommer de la viande le matin, pour un étudiant, du poisson, on n'apporte pas au cerveau le carburant dont il a besoin. Forcément, au bout d'un certain moment, l'efficience mentale va descendre. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des gens... Aujourd'hui, vous regardez les enfants sur le plan scolaire, il y a un niveau très bas. Pourquoi? Parce que ce n'est même pas parce qu'ils n'étudient pas. Mais le cerveau n'a pas la capacité d'assimiler des choses qu'il devrait assimiler. Or, si vous donnez du carburant qu'il faut au cerveau, il réagit correctement. Je l'ai fait pour mes 2 premiers enfants, Christian et Christelle. Ils ont mangé dès les premiers jours, je dis dès les premiers jours, je n'ai pas dit un mois, dès les premiers jours, ils ont mangé des fruits. On ne les a pas poussés, ils sont partis du CP1 jusqu'en terminale, ils ont eu leur bac sans problème. Donc le cerveau a été mis en état dynamique, en état alerte, en état de bonne humeur. Si on laisse les étudiants manger du pain, du riz, de la viande le matin... Du garba. Aussi, oui. Pour moi, ce n'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que cette alimentation-là ne nourrit pas le cerveau. Or, des médecins en France ont fait l'expérience de voir comment est-ce que le sucre allait au niveau du cerveau. Ils ont fait une expérience avec un appareil qu'on appelle le scintigraphe qui permet de voir quand le sucre est digéré, où il va. Et on a pris un groupe où il y avait du sucre blanc, sucre ordinaire, et puis un groupe où il y avait de la banane. Ceux qui ont mangé du sucre blanc, on voit que le sucre va dans le cerveau après transformation, mais il reste bloqué parce qu'il manque une molécule dans ce sucre-là qui fait que le cerveau sait reconnaître cela. Et donc, le cerveau reconnaît que le sucre blanc n'est pas bon et donc bloque la molécule en attendant des jours meilleurs. Par contre, ceux qui ont mangé de la banane douce, donc du sucre de bonne qualité, le cerveau a utilisé ce sucre-là à bon escient. Donc, tout de suite, on voit que les aliments ont une destination. Tous les étudiants, tous les enfants du CP1 jusqu'à l'université doivent utiliser des fruits et surtout de la banane douce qui a une bonne fonction nutritionnelle pour le cerveau. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport aux intellectuels et aux étudiants. Là, c'est le cas Maintenant, des étudiants. les travailleurs de force, exactement. eux, ce n'est pas directement le cerveau dont ils ont besoin. Ils ont besoin de muscles. Et les muscles, c'est le pain. Les muscles, c'est le riz. Le muscle, c'est l'igname. Le muscle, c'est tout ce qui est farineux, les aliments énergétiques. S'ils prennent cela, ils nourrissent les muscles, ils peuvent soulever 10 kg, 20 kg, 50 kg, les dockers et tout ça. OK? On a quelques exemples ici. Ça, par exemple, ça, par exemple, ce qu'on a à l'antenne, docteur, c'est quoi? Des ignames, non? Ça, c'est bon pour qui? L'igname, par exemple, je n'ai pas dit que les étudiants ne peuvent pas manger, mais je dis, pour le cerveau, pour étudier, il faut des fruits. Il faut le fructose et le glucose. Disons, parlons clairement, il faut plus de fruits. Ça veut dire que ce n'est pas exclusivement des fruits. Non, pas exclusivement des fruits. Il faut plus de fruits. Et il y a des moments bien précis. Voilà. Et à midi, par exemple, les étudiants, les intellectuels devraient utiliser des légumes et puis avant de manger un aliment cuit. Mais il ne faut pas oublier que c'est le cerveau, dans les études, qui a besoin d'être stimulé. Et pour stimuler le cerveau, ce n'est pas l'igname. Pour stimuler le cerveau, ce n'est pas la banane, plantain. Pour stimuler le cerveau, ce n'est pas le taro. Pour stimuler le cerveau, ce n'est pas le riz. Pour stimuler le cerveau qui fonctionne jusqu'à un âge très avancé, moi j'ai 63 ans, mais vous me demandez quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans, je vous le dis. Parce que toute la journée, je mange des fruits, le soir, je fais une assiette de légumes avec un peu de protéines et puis un peu de riz ou de pâtes. Donc, mon cerveau est alerte. Vous me parlez de quelque chose, je vous rappelle ça tout de suite. J'ai dit, mais il a une mémoire. Oui, tous les patients qui arrivent chez moi, si j'ai vu par exemple 100 patients dans l'année, les 100 patients, je connais leur nom et je sais pourquoi ils sont venus. Alors, donc, pour revenir aux travailleurs de force, donc, bon, ça ne veut pas dire que la force, la force aussi, c'est une intelligence. Hein. La force, il faut que les travailleurs de force utilisent le muscle. Le muscle pour soulever, comme j'ai dit, Marcelin, pour soulever des gros poids. Après, ils peuvent manger des fruits et tout ça, mais leur aliment premier dans la démarche que je propose, c'est d'abord de manger des aliments qui conviennent à leur destination nutritionnelle muscle. Si vous faites manger des fruits à un monsieur qui va soulever 10 kilos, vous allez voir, il va lâcher. Justement, parlons de la démarche et de moments bien précis. C'est à quel moment de la journée le programme doit s'établir? C'est à midi, le matin? Quel est le pratiquement, j'y suis dedans depuis 39 ans, Alix. Pratiquement, le matin, on propose des fruits pour tous ceux qui étudient. À midi, ils pourront prendre des légumes avant de manger un aliment cuit.
l'igname, le foutou, la tchéké, tout ça. Le soir aussi, on préfère que les gens mangent des légumes avec une céréale le soir et puis réduisent les protéines, surtout les protéines de la viande, qu'ils les prennent à midi. Et puis, les étudiants peuvent manger des fruits. Normalement, quand ils vont à l'école, là, c'est des fruits. Mais quand vous allez devant les écoles, vous voyez les femmes qui font, quand j'appelle ça pain condiment, du n'importe quoi. Ah, mais il y a des pains condiments qui sont bons. Hein. Ah, oui. Écoutez, sur le plan santé, ils n'apportent, ces femmes n'apportent rien aux enfants. Pas, docteur, on ne va pas manger ça toute l'année. Voilà, c'est pas de l'extrémisme aussi dans c'est pas l'extrémisme dont je parle. Tous les aliments. C'est pas extrémiste, docteur. Il y a des choses qui sont bonnes dans les pains condiments. Quand c'est pris avec mesure, mais on ne va pas balayer ça. Et quand c'est bien agencé. Quand c'est bien agencé. Alix dit bien quand c'est bien agencé. Oui. Mais généralement, de plus en plus, c'est bien agencé. Malheureusement, ce n'est pas bien agencé. Avec les conseils que vous donnez, c'est sûr. Et comme ce n'est pas bien agencé, moi, je dis qu'il faut que tous ceux qui vont à l'école, qui utilisent le cerveau, puissent manger des fruits, toutes sortes de fruits. Ils nourrissent le cerveau. Quand vous mangez du pain, de la viande le matin, à 10 h, vous avez un creux. Pourquoi? Parce que le corps réclame toujours des choses. On appelle ça des faux besoins physiologiques. Ce n'est pas des vrais besoins comme la faim. À midi, les gens remettent encore un repas. Vers 16 h, ils grignotent encore. Le soir, ils prennent 5 repas par jour. C'est trop. C'est trop. Pour la fonction cérébrale, pour le corps, c'est trop. On mange. Il y a des personnes qui auront besoin de cela. Mais dans ces cas-là, 3 repas, c'est largement suffisant. Un bon petit déjeuner de fruits. Le dimanche, s'ils veulent encore manger un peu de pain, de croissant et tout ça. À midi, l'assiette de légumes avant de manger un aliment cuit. Et qu'on privilégie des aliments qui sont les plus sains possibles. Je veux dire quoi? Si vous mangez toute la journée du garba, c'est-à-dire la friture, vous agressez votre organisme, vous introduisez dans l'organisme ce qu'on appelle des radicaux libres, des substances qui viennent faire vieillir les cellules. C'est comme ça que la science parle de cela. Voilà, on ne peut pas donc dire que le garba est bon, on fait frire le poisson dans de l'huile, la friture va être utilisée, l'huile de friture va être utilisée 2 fois, 3 fois, 4 fois, on le voit. Et ça, il y a une cuisson, surcuisson, recuisson. L'aliment est complètement mort. Voilà, Marcelin, il ne faut pas passer à côté, il faut dire ce qui est et ce qui n'est pas. Voilà. Un mythe qui s'écroule. Le GABA, c'est une affaire nationale. Néanmoins, ceux qui vont manger du GABA, d'abord doivent enlever la peau du poisson qui a récupéré toutes les saletés de l'huile. Et puis maintenant mettre suffisamment d'oignons. Ou bien avec une seule huile. Voilà, une cuisson avec une seule huile. Donc privilégier un GABA à la maison pour faire maison. Un GABA un peu plus glamour. Alors, là, on a parlé des étudiants, des travailleurs de force et des personnes âgées. Les personnes âgées, comme ça, les personnes âgées. Les personnes âgées, moi je rentre bientôt, j'ai 63 ans, donc dans 2 ans je serai personne âgée, mais je suis le plus jeune des personnes âgées. Non, vous êtes un senior, pas une personne âgée, senior. Un senior. Troisième âge. C'est plus... Et donc, Marcelin, les personnes âgées doivent avoir des fruits au petit déjeuner, doivent avoir des légumes à midi, doivent réduire les protéines animales. Quel genre de fruits? D'autant qu'il y a des personnes âgées par rapport au sucre qui doivent faire attention. Voilà. Pour les personnes qui veulent entretenir leur cerveau, il leur faut des bananes, il leur faut des oranges, il leur faut des mangues, il leur faut des raisins, il leur faut des pommes. Et pour des personnes qui veulent gérer leur glycémie? Leur glycémie? Oui, le taux de glycémie. Attention, là vous parlez de diabétique. Justement, on viendra un jour aussi parler de diabétique. Non, mais soit dit en passant, vous êtes Marcelin, là. je vais donner le point de vue des naturothérapeutes sur le diabète qui ne mélange en rien ce qu'on sait d'une manière officielle. Si vous introduisez tous les jours de riz et de la viande, du foutou et du poisson, de la tchéké et de la viande, vous fabriquez quoi? Des molécules de maillard, c'est-à-dire des substances qui n'existent pas dans la nature et qui viennent rentrer dans votre corps. Ces substances-là vont commencer par détraquer l'organisme. C'est ce qu'on appelle les radicaux libres. Il y a des personnes qui ont 40 ans qui sont plus vieilles que moi, qui ont 63 ans. Pourquoi? Parce que ces personnes ne mangent pas de fruits, ne mangent pas de légumes. Si vous voulez entretenir l'organisme, il y a des aliments qu'il faut introduire. Voilà, je vous disais ça tantôt ici, la semaine dernière, il y a des choses qu'il faut introduire. Si vous n'introduisez pas cela, vous glissez tout droit vers ce qu'on appelle la maladie. Voilà. Et Alix, la maladie, c'est quoi? C'est le mal qui a dit. La maladie. Voilà. Il nous dit que ça ne va pas ou que ça va. Voilà. Alors, docteur, à quel moment on introduit aussi les produits avec du lactose, le lait, quand on sait que c'est très, très, très important pour les enfants? Notre préférence va au lait de soja, le lait végétal. Pourquoi? Comparaison pour comparaison, le lait de soja est plus sain que le lait animal. Je suis désolé de vous dire, il y a même un grand professeur en France, professeur Henri Joyeux, qui est cancérologue, qui est à Montpellier, qui a sorti un document exceptionnel pour dire quoi? Que ceux qui consomment tous les jours du lait, les hommes peuvent faire un cancer de la prostate. Ça, c'est un pavé dans la mare. Professeur Henri Joyeux. Alors, il a expliqué cela. Oui,
sur les antennes, une chaîne étrangère de soit française, que tous ceux qui prennent tous les jours du lait peuvent fabriquer le cancer de la prostate. Mais nous, on le savait depuis. Mais que cela vienne d'un officiel, on était très contents parce que ça ne fait qu'appuyer ce que nous savons. Si nous prenons du lait, on ne peut pas prendre du lait tout le temps, du lait animal. Il faut prendre du lait de soja, lait végétal, il y en a plein actuellement. La Côte d'Ivoire en produit à Ferke Borotou, il y a du soja. Si on en prend, la différence entre le lait animal et le lait de soja, le lait animal, beaucoup de calcium, c'est vrai, il y a des protéines, mais pas grand-chose au niveau des vitamines A, D. Or, dans le lait de soja, il y a toutes les vitamines du groupe B, B1, B2, B5, B6, B12, ce qu'on appelle les vitamines antinévrétiques. Et ces vitamines-là ne peuvent que faire du bien. Le soja ne peut que faire du bien à tous ceux qui vont le prendre. OK? Et sur le plan même organique, le lait de soja nous apporte des protéines. Vous prenez 1 litre de lait de soja et 1 litre de lait de vache, vous avez du côté du soja jusqu'à 40% de protéines. Alors du côté de l'animal, vous avez seulement 21%. Voilà. Donc si on doit partager docteur, les protéines, il y a des enfants qui sont allergiques au au lactose aussi. Comment on fait? On a quelqu'un, moi j'ai quelqu'un que je connais, un enfant qui, chaque fois qu'il prend du lait, il vomit. Quand c'est comme ça, comment on fait? Du vin? Du lait. Du lait? Il en boit en mangeant, il boit du lait? Oui, quand il boit, il est allergique, il est allergique au lactose. S'il est allergique au lactose, il met de côté. Oui. L'allergie, c'est quoi? C'est une réaction de défense de l'organisme. Marcelin va prendre quelque chose, après avoir mangé, il boit, il a une réaction, son corps ne veut pas. Tout simplement. Il ne faut pas aller chercher de midi à 14 h. L'allergie, on va dire que c'est un microbe. D'accord, le corps n'en veut pas. Mais pour un enfant, c'est compliqué parce qu'il y a du lait, il y a du lait dans pratiquement tout, dans les bonbons, dans beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis que si on veut, Marcelin, si on veut revoir le problème de santé, il faut aller à la base. Comme vous dites, il y a des bonbons, il y a des biscuits, il y a des choses et tout ça. Oui, il y a du lait animal. Mais c'est un système. Il faut commencer par voir, est-ce que ces personnes qui fabriquent ces biscuits ne peuvent pas les remplacer par autre chose? Elles peuvent le faire. Puisqu'aujourd'hui, on parle des biscuits bio. Les biscuits bio, c'est-à-dire des biscuits qui ont été faits à partir de farines d'abord complètes et qui ont été faits à partir du sucre de bonne qualité, roux, et puis qui ont été faits à partir de lait de soja. Alors, si d'un côté, il y a un système alimentaire conventionnel, de l'autre côté, il y a un système de réforme qui s'installe, et il faut quand même tenir compte de cela. Voilà. Il faut tenir compte de cela, Alex. Et pour ajouter par rapport à ce que Marcelin a dit, pour un enfant ou un individu qui serait allergique au lactose, quel est le palliatif? Le palliatif, si l'enfant est allergique au lactose, il faut qu'on lui donne du lait de soja où il n'y a pas de lactose dedans. D'accord. Voilà, il n'y a pas de lactose dans le lait de soja. Alors, on a remarqué que les fruits sont au début et à la fin. Quand on est étudiant, quand on est jeune. Les fruits, personnes âgées, les fruits. Et puis, quand on fait des métiers de force, par exemple, on a ce qu'on appelle les aliments que vous avez cités. Alors, voilà, donc moi, Marcelin, j'ai parlé des personnes âgées qui doivent nourrir l'ensemble du corps, mais surtout le cerveau. Les fruits nourrissent le cerveau. Ensuite, à midi, la personne peut introduire des légumes, des carottes, des concombres, des choux, des tomates, tout ça. C'est ce qu'on appelle des vitamines. En même temps, des antioxydants, parce que tous ces légumes-là freinent le vieillissement cellulaire. C'est prouvé scientifiquement. Et donc, si ces personnes mangent des légumes, à partir du moment où on a passé 60 ans, 65 ans, 70 ans, la viande en tant que telle doit être prise de manière parcimonieuse. Une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine. Et quelle viande? La viande animale doit être prise de manière parcimonieuse. Mais quand on la prend, quel genre de viande on prend? Parce qu'il y a des viandes qui sont moins nocives que d'autres. La viande de bœuf doit être réduite. La viande de poulet doit être réduite. Les charcuteries doivent être réduites. D'accord. Pourquoi? Parce que ces protéines-là, à partir d'un certain moment, ne peuvent pas entretenir l'organisme sur le plan de la santé. C'est vrai que les protéines, c'est la charpente du corps. Tout le monde est d'accord dessus. Mais si on veut prendre des protéines, les personnes âgées n'ont qu'à privilégier le poisson. Les bons poissons qui contiennent des oméga 3. Les oméga 3, ça protège le cœur, le cerveau. OK. Ensuite, prendre des œufs qui sont plus sains, prendre des champignons, prendre du soja, prendre des haricots rouges, des haricots blancs, sur les protéines végétales. Pendant qu'on parle, on nous envoie des questions en même temps. Le jaune d'œuf en question. Il ne pose aucun problème. Si vous le mangez bouilli, il ne pose aucun problème. Si vous le mangez frit, il pose problème. C'est la friture que nous dénonçons chaque fois. D'accord. La friture qu'on dénonce, Marcel. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Un mot là-dessus, docteur? La maladie de Parkinson. Pour prévenir, pour les personnes. La maladie de Parkinson, il y a une substance qui est au cerveau, un neuromédiateur qu'on appelle la dopamine. Cette dopamine vient en manquer parce que la personne a pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans mangé des choses qui ne peuvent pas entretenir le cerveau. C'est ce que je suis en train de dire. Wow. Voilà. Et vous avez, et tout le monde dit comme ça, oui, on a 80 ans, donc on est vieux. Par rapport à quoi? Les plus jeunes, autre chose, dans les Hunza, au Tibet, les plus jeunes ont 80 ans. Et ils vont encore au champ. Ici, quand quelqu'un a 70 ans, le vieux, c'est comme ça qu'on appelle.
Ma soeur, c'est pas sérieux. On vieillit les gens rapidement. Voilà. C'est dû au paradoxe alimentaire, sûrement. Voilà. Moi, je suis grand-père aujourd'hui parce que j'ai mes nièces qui ont fait des enfants. Mais je ne suis pas grand-père vieillot, quand même. Un grand-père, comme on dit, un grand-père choco. Alors, merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir de vous avoir. La prochaine fois, on va parler de... On va revenir sur... Ce sera l'alimentation de midi des personnes, des intellectuels, des travailleurs de force et puis des personnes âgées. Voilà. Ah, là, mais on a touché un peu déjà. On va approfondir. Et c'est sûr qu'on terminera vers le dîner. Hein. Vers le dîner et puis les encas. Je sais que vous êtes contre les encas. Il y a de bons encas. Oui. Pas d'encas. Si, on peut grignoter quelque chose. Marseille, il n'y a pas de rigidité en matière d'alimentation. Il faut être flexible. Mais il ne faut pas oublier le cap. Voilà. Si on reste dans le garba tout le temps, on va être malade. Voilà. Merci, on va pas être malade. On vous souhaite la santé, mesdames et messieurs. Il est 6h26, c'est passé de quelques secondes maintenant, bientôt 27. On a allé à la pub, la météo et le JT. Merci d'être à Matin Bonheur, le rendez-vous de la santé aussi. Mesdames et messieurs, bonjour. Les régions allant du rivage océanique à la limite centre connaîtront un temps nuageux. Au cours de la matinée, quelques averses de pluie pourraient s'observer par endroits sur le littoral et la bande centrale et le nord seront nuageux et progressivement ensoleillés. Pour les températures de cette matinée, 26 degrés à Abidjan et à Diaké, 24 degrés à Bondoukou, Boaké et Daloa, 25 à Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa et Korogo, 23 degrés à Mont, 24 à Odiéné, 25 à San Pedro, 26 degrés à Sassandra, 25 à Tabou et enfin 25 à Yamoussoukro. L'après-midi, la bonne humidité et l'insolation combineront leurs effets pour donner en milieu ou en fin d'après-midi des bourgeonnements nuageux avec des pluies à caractère orageux dans le sud forestier et sur le littoral. Aussi l'ouest, le centre et l'est connaîtront des orages isolés avec possibilité de pluie en fin de période et au nord, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Pour les températures de l'après-midi, 32 degrés à Abidjan et à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 à Boaké et à Daloa, 35 à Dimbokro, 34 à Gagnoa, 35 à Korogo, 32 degrés à Mont, 33 à Odiéné, 32 à San Pedro et Sassandra, 31 degrés à Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à toutes et à tous. Madame, Monsieur, voici le point de l'actualité africaine. Merci de nous rejoindre. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Des milliers de Soudanais rassemblés dans la nuit d'hier à aujourd'hui devant le QG de l'armée à Khartoum pour la 5e nuit consécutive afin de réclamer que le président Omar el-Béchir quitte le pouvoir. La foule déterminée avait défié toute la journée de mercredi le régime devant ce QG de l'armée dont les intentions, tout comme celles de la police, restent incertaines dans le rapport de force entre pouvoir et manifestants. Le président sud-soudanais Salva Kiir est en Italie. Il a été accueilli à son arrivée à Rome par le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte. Les deux hommes parleront certainement de coopération entre leurs deux pays. Les combats qui font rage en Libye en ce moment ont conduit au report de la conférence nationale devant réunir les Libyens autour d'une table de négociation. Le représentant spécial auprès de la mission des Nations Unies en Libye, Gassam Salamé, a déclaré qu'il ne pouvait demander aux Libyens d'assister à une conférence sur fond de bombardements d'artillerie et de raids aériens.
Le président algérien par intérim, Abdelkader Ben Salah, a signé un décret fixant au 4 juillet prochain l'élection présidentielle dans le pays où le chef de la puissante armée a mis en garde hier les manifestants contre la poursuite de leur mouvement de contestation du régime. Notons qu'après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, les contestataires réclament désormais la fin du système dans son ensemble. Une attaque du groupe djihadiste Boko Haram débutée mardi soir était toujours en cours mercredi à Difa, grande ville du sud-est du Niger, avec une prise d'otages et un bilan provisoire d'un gendarme et deux djihadistes tués, selon un haut responsable local. Après s'être soustraite à un contrôle antidopage inopiné d'un stage au Maroc, Clémence Calvin, vice-championne d'Europe du marathon, risque une suspension pouvant aller jusqu'à 4 ans. Elle ne sera donc pas au départ du marathon de Paris dimanche prochain. Un tribunal de Dakar a acquitté hier un imam poursuivi depuis 2013 pour des charges de terrorisme et condamné à 3 mois de prison avec sursis. Un lycéen, lui aussi accusé de terrorisme, mais finalement jugé coupable de simples menaces contre des ambassades étrangères. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7 h. Ce sera l'occasion de vous développer l'actualité hors du continent. Merci Régis. Merci. Et là, nous allons partir pour un petit détour sur nos voies et essayer de décrypter un peu l'activité qui s'y déroule. C'est le point route. Allez, mesdames et messieurs, quelle est la physionomie de nos routes à 6h33? Voilà ce que ça donne sur le lac Guner au pied de l'immeuble Djekano à Abidjan. Si vous allez au plateau, si vous allez du côté d'Adjamé, vous avez là un peu ce qui se passe à 7 h. Ça, c'est en direct, comme on dit, in vivo. Là c'est maintenant, c'est maintenant. Vivo Perlé. Ça se passe bien. On a une deuxième voie, sûrement qu'on reste dans la commune du Plateau. Voilà, la commune qui ne fait pas trop de bruit. Et on est sur le pont de Gaulle, avec cette circulation, ma foi, dans les deux sens assez disparate, mais c'est bon. Il n'y a pas d'embouteillage en tant que tel. Ça se passe bien, les bus sont réguliers et la circulation y est fluide. Et oui, avec un petit nuage, hein. Attention, hein, vous savez que oui, nous prévision sommes météorologique. Dans la spirale pluvieuse, donc il faut faire attention. Alors, les côtes de Thaïlande sont rongées par le changement climatique. On reste un peu dans la passerelle hein, avant de rejoindre notre ami Cédric Lombardo, qui est venu donc tout droit de Bassam avec sa rutilante moto. Alors, devenu un symbole de l'érosion côtière en Thaïlande, un temple bouddhiste est aujourd'hui cerné par la mer. C'est impressionnant. Son moine refuse de baisser les bras face à ce phénomène global qui a fait disparaître 28 000 km² de côtes à travers le monde, soit l'équivalent d'Haïti en l'espace de 30 ans. Perdu au milieu des eaux, et pourtant ce temple était sur la terre ferme il y a 30 ans. Au loin, Bangkok. Par endroits, la mer a avancé ces dernières années de près de 30 mètres par an. Pour le moine du temple de Samuchin, rester est une manière de résister. Si on déplaçait le temple, les gens ne sauraient pas qu'il y a eu un temple ici et qu'il a été détruit. Mais si on reste et qu'on développe progressivement, on pourra continuer. L'érosion côtière affecte aujourd'hui un quart du littoral thaïlandais, c'est-à-dire 700 km de côte. Ici, les fermes d'élevage de crevettes et des marais salants ont notamment fait disparaître les forêts de mangroves. Ce sont ces arbres qui avaient freiné le tsunami de 2004. Alors, des projets publics et privés tentent de replanter des mangroves pour lutter contre l'érosion. Les forêts de mangroves de Bangkok s'érodent. En fait, la démarcation de Bangkok se trouve maintenant dans la mer, à 2 km dans la mer par rapport à là où les gens vivent. C'est à cause du changement climatique. Planter des mangroves est souvent agité comme un remède miracle, mais beaucoup de projets échouent faute d'études du terrain. Ces marais sont fragilisés par l'urbanisation et la pollution, mais plus largement le changement climatique qui exacerbe la mousson, explique ce géologue de l'université Chulalongkorn. La mousson en Thaïlande devient plus forte qu'avant. Même les mangroves ne tiennent pas parce que les vagues, les marées et les courants sont plus violents qu'avant.
Même si vous plantez plein de mangroves, ça ne sert à rien. Des barrières en bambou d'anciens poteaux téléphoniques sont parfois érigées en barrages, avec des résultats mitigés. L'Asie du Sud-Est, et notamment le golfe de Thaïlande, est l'endroit au monde qui compte le plus de mangroves. Mais seuls 6% des mangroves de la planète ont des chances de renaître. Et voilà un état des lieux du côté de la Thaïlande qui nous emmène ici en Côte d'Ivoire pour parler du développement durable avec Cédric Longuerdeau. On espère qu'on aura des solutions et pour l'Afrique et pour le reste du monde. Bonjour Cédric. Bonjour Alix. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on parle du mécanisme de finance pour la transition verte en Afrique. Le changement climatique, on le sait, affecte les efforts de développement en Afrique. On est toujours là à se poser des questions. Le changement climatique, l'Afrique en subit les conséquences de plein fouet. Mais l'Afrique peut se développer et comment? Face à l'enjeu, le continent s'engage donc dans un développement propre. Ça, il faut le dire. Il faut féliciter certains gouvernements qui font des efforts. Là encore, l'Afrique s'accuse du retard. Et puis le manque de financement est une contrainte parce qu'on ne dira jamais assez. L'argent, c'est le nerf de l'environnement. Alors, pourtant, des financements existent. Et oui, des financements existent. Comment les gérer et comment les faire? Bon, on va voir ça avec Cédric, n'est-ce pas, Alix? Et surtout, exactement, pour en bénéficier, il faut maîtriser les mécanismes d'accès à ces fonds-là. Ce fut l'un des thèmes de la journée africaine de la transition écologique, journée mémorable. Comment financer la transition écologique? Vous êtes donc avec nous pour nous en parler, on en dira plus. Que peut-on financer pour un développement durable? Que peut-on financer pour un développement durable? En fait, tout étant question de développement, tout financement existe forcément pour un projet de développement durable. Ça veut simplement dire qu'on a besoin de financement pour les besoins énergétiques en électricité ou les besoins en eau potable. Si l'énergie est verte, si elle est propre, automatiquement ça devient un projet de développement durable. Mais on peut aussi travailler dans la cacaoculture, on peut travailler dans la cajou. Bref, c'est simplement financer un projet dont on va s'assurer qu'il va comporter des mécanismes de durabilité et avec ces mécanismes de durabilité, les présenter maintenant à des investisseurs qui sont à la recherche de projets vertueux. Alors, est-ce que le développement durable est cher, aussi cher que ça à financer? C'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai parce que quand on regarde, par exemple, on l'avait vu la semaine dernière sur les énergies solaires, par exemple, on avait eu une baisse du prix divisé par 4. Donc, le prix des énergies solaires avait été divisé par 4 en simplement 10 ans parce qu'il y a de plus en plus de consommation. Il y a aussi des projets qui en fait, ne vont absolument pas coûter cher. Par exemple, quand on veut faire des foyers améliorés pour avoir une meilleure efficacité quand on brûle le charbon ou alors si on veut justement fabriquer du charbon, des technologies qui sont très simples, très facilement accessibles. Donc, le développement durable n'est pas forcément cher. Ça, c'est une première vérité. Certains projets, si on n'a plus d'eau potable, qu'il faut prendre l'eau de la mer, qu'il faut le désaliniser, c'est-à-dire enlever le sel de la mer, là, forcément, on aura un projet qui va coûter cher. Mais il y en a pour tous les budgets, il y en a pour tous les sujets de développement, pour tous les goûts et pour tous les coûts. Et pour tous les coûts, exactement. Alors, tout programme de développement demande des financements, ça c'est clair. Le continent a-t-il les moyens de sa politique? Le continent a-t-il les moyens de sa politique? Alors, il y a deux éléments qu'il faut qu'on regarde. Le premier élément qu'on doit regarder, c'est naturellement ce que font les politiques. C'est-à-dire que si un investisseur veut venir, s'il veut développer un projet, il faudra naturellement qu'il y ait un cadre réglementaire, un cadre incitatif. Attractif, un plan national de développement qui se mette en place. Et là, l'investisseur va arriver. Oui. Maintenant, la deuxième question, c'est le continent africain a-t-il l'argent pour le faire? C'est ça. Et ce qu'il faut regarder ici, c'est la Banque africaine de développement, parce que c'est quand même notre banque de développement, notre premier bailleur de fonds du continent africain, j'ai envie de dire, en termes de nationalité. Des actions sont mises en place. Et lors des journées africaines sur la transition écologique, on avait un représentant de la BAD qui expliquait justement comment la BAD, la Banque africaine de développement, organise sa stratégie de financement. C'est le premier élément vidéo pour ce matin. Pour ce qui concerne la Banque africaine de développement, nous avons des politiques très ambitieuses en matière de transition écologique et énergétique. Nous avons une stratégie décennale de développement 2013-2022 qui a pour objectif justement assurer la transition de l'Afrique vers une croissance inclusive et verte. Une croissance inclusive et verte. Et nous avons un cadre d'action, un cadre stratégique pour la mise en œuvre de cette stratégie-là. Nous avons un plan d'action 2016-2020 sur le changement climatique qui est également très ambitieux, axé sur l'adaptation, l'atténuation, la mobilisation de la finance climatique pour l'Afrique, également la création d'un environnement favorable pour la mise en œuvre des politiques climatiques en Afrique. Nous avons également un programme très important que nous avons lancé en 2015
on l'appelle le New Deal for Energy in Africa, le nouveau pacte pour l'énergie en Afrique, qui vise justement à assurer l'accès universel à l'électricité en Afrique en 2025. Et nous avons déjà mobilisé suffisamment de ressources et d'ici la fin de l'année prochaine, notre objectif c'est de mettre 12 milliards de dollars à la disposition des pays africains qui sont en train de cheminer vers l'utilisation des énergies renouvelables. Wow, ça, c'est une belle promesse. 12 milliards de dollars. Alors, c'est bien beau de les annoncer comme ça, de façon péremptoire, mais comment on fait pour avoir la chance de bénéficier un jour, ne serait-ce qu'un seul jour, des financements de la BAD? Dites-nous tout, docteur Lombardo. En fait, les financements de la BAD sont essentiellement orientés vers les États, comme la Banque ouest-africaine de développement, etc. C'est une banque qui va essentiellement aider au financement des projets de l'État. Donc ce qu'il faut regarder surtout, c'est comment est-ce que l'État va être capable de proposer des financements. Et vous vous rappelez, la semaine dernière, le même interlocuteur avait précisé qu'il existait un screening climatique, c'est-à-dire que maintenant, quand ils regardent les projets qui sont apportés, ils veulent s'assurer qu'effectivement ces projets tiennent compte de l'environnement, atténuent le changement climatique, par exemple des projets d'efficacité énergétique dans l'éclairage urbain, ou alors vont même proposer de l'adaptation au changement climatique, par exemple des protections de digues côtières sur le littoral. Donc la Banque africaine de développement va étudier les projets de l'État. Il faut donc que l'État fasse des projets d'investissement prioritaires dans ce qu'on appelle le pipeline de projets de l'État, c'est-à-dire que aujourd'hui, je veux travailler sur une centrale énergétique ici, je veux travailler sur une défense du littoral côtier à cet endroit-là. Il met en place son projet et il va faire maintenant le tour des bailleurs de fonds. Donc c'est surtout malheureusement pour l'État que la BAD sera active, Marcelin. Mais on a d'autres financements. Ah oui, et puis il faut se conformer aussi aux critères pour pouvoir en bénéficier. Absolument. Alors, quel autre partenaire s'implique dans le financement de la transition verte? Alors, il y a beaucoup de partenaires au développement qui vont participer à la transition verte. On peut citer, par exemple, on parlait du littoral côtier, la Banque mondiale avec le projet WACA, qu'on a déjà présenté sur ce plateau il y a plusieurs semaines. Aujourd'hui, on va vous présenter un projet de l'AFD, l'Agence française de développement, qui s'appelle SUNREF. Et donc, le projet SUNREF, il part du constat suivant. Dans un premier temps, la meilleure manière de ne pas dépenser de l'énergie et donc de ne pas polluer, entre guillemets, c'est donc d'en consommer le moins possible. Ce qui veut dire qu'il faut rentrer sur une démarche d'efficacité énergétique. Faire beaucoup plus ou alors faire autant, mais en consommant moins d'énergie. Donc de ce côté-là, ils vont travailler sur la demande de projet, ils vont aider les gens à prendre conscience des besoins d'efficacité énergétique. Et puis de l'autre côté, il faut aussi travailler sur l'offre. Oui, il faut travailler sur l'offre, c'est-à-dire qu'il faut favoriser le financement de ces projets et il faut donc mettre des fonds à disposition de ces acteurs. Donc le projet SUNREF qui nous est présenté maintenant par l'AFD, qui a été présenté lors des journées du GIFAC, sur efficacité énergétique et énergie renouvelable. Cette assistance technique est chargée de faire de la sensibilisation des entreprises et des particuliers, sensibilisation des bureaux d'études, sensibiliser l'État, les organisations professionnelles, sensibiliser également tous les acteurs qui peuvent aller vers la transition écologique. Elle est gratuite, cette assistance technique-là. On bénéficie pour son financement de subventions de l'Union européenne. Donc l'Union européenne nous met de l'argent à disposition pour que cette assistance technique puisse travailler gratuitement à la disposition des porteurs de projets et des banques. Donc ça, c'est l'approche technique qui permet de stimuler la demande. En face, on stimule également l'offre, c'est-à-dire que nous, AFD, on met des ressources bonifiées à la disposition des banques pour leur permettre de financer ces projets. J'explique. On met des lignes de crédit à la disposition de la banque. Donc on prête à la banque à des taux très bas pour qu'elle-même puisse prêter à des taux également bas aux porteurs de projets qui ont été labellisés dans le cadre de SUNREF. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est tout simple, c'est tout simple. Ça, c'est tout simple. Techniquement, comme ça, c'est tout simple. Mais alors, les financements existent, c'est vrai, mais est-ce que c'est suffisant? Et puis, comment saisir ces opportunités? Est-ce que c'est suffisant? Non, il faut se dire la vérité, c'est totalement jamais suffisant. Par exemple, quand on voit les besoins de demande de financement, aussi bien pour les pays développés que pour les pays en développement ou émergents, les quantités de sous requis sont juste affreux. Et si on se rappelle le fameux Copenhague en 2009, tous les accords qui ont lieu, accord de Paris, etc., rappelez-vous qu'on dit toujours qu'il faut que les pays en développement, et particulièrement l'Afrique, puissent disposer d'à peu près 100 milliards de dollars par an, 100 milliards de dollars par an, ne serait-ce que pour financer leur propre adaptation.
Ensuite, donc pour ça, c'est insuffisant. Les financements existent. Et la deuxième partie de la question, c'est... 100 milliards de dollars par an, alors qu'on n'en prévoit que 12 milliards au niveau de la BAD. Pour la partie de la BAD. Donc c'est justement, il faut capitaliser tous ces fonds. Il y a le Fonds vert pour le climat, il y a la BAD, il y a la Banque mondiale, etc. Mais aujourd'hui, c'est aussi ce que les États développés vont pouvoir abonder, vont apporter comme financement, comme ligne de financement à chacun de ces projets. Parce que la BAD doit lever les financements quelque part. La Banque mondiale doit trouver des partenaires pour investir, doit convaincre, entre guillemets, les États membres. Donc l'argent est insuffisant. Il y avait une deuxième partie à votre question que j'ai oubliée. Oui, c'est comment saisir les opportunités. Comment saisir les opportunités. Une chose est d'avoir l'argent. Oui, absolument. Ça marche. Comment saisir les opportunités? On va devoir simplement proposer des projets bancables. En fait, qu'on parle d'un projet changement climatique ou développement durable, c'est absolument pas différent d'un projet normal. Je monte mon projet, je structure, j'ai une idée de développement, je veux fabriquer des foyers améliorés ou je veux fabriquer différemment du charbon, deux thèmes qu'on a évoqués en début de discussion. Donc, je vais identifier ma technologie, je vais identifier mes clients, et puis quand je prends ma technologie, je me dis, tiens mon Dieu, j'en ai une devant moi, il me faut 5 kilos de bois dans la forêt pour faire 1 kilo de charbon. Franchement, c'est pas terrible, ça va me faire beaucoup de travail. Donc maintenant, j'ai une autre technologie qui, elle, me dit, si jamais tu prends 1,5 kg de bois, tu feras 1 kg de charbon. Bah, déjà là, je vois un intérêt. Je regarde les prix, j'ai mon marché, etc. Et je vais, comme pour tout projet, le présenter à mon investisseur ou à mon banquier, entre guillemets. Et c'est là justement où l'accès au financement va pouvoir se faire. On prenait l'exemple tout à l'heure de l'AFD, j'espère être plus convaincant. L'AFD dit, nous, on se rend compte qu'il y a des besoins de financer l'efficacité énergétique et que parfois l'argent est un petit peu cher. Donc dans un premier temps, on va vous inviter à étudier si oui ou non vous avez des projets d'efficacité énergétique à financer, votre éclairage, votre isolation, votre climatisation, etc. Et une fois qu'on se rend compte qu'il y a un véritable retour sur investissement, deuxième action, vous présentez votre projet et maintenant on va pouvoir le financer, on mettra une ligne de financement juste devant, contre naturellement des remboursements. Cela suit le circuit. Ce sont des prêts. Ça suit un circuit normal comme tout autre projet à financer. C'est exactement ça. Il faut juste s'assurer qu'ils respectent l'environnement, ils respectent les hommes et ils s'inscrivent dans une démarche de durabilité. Et qu'ils vont rembourser. Et qu'il faut rembourser. Puisque j'ai adoré cette phrase en entame, l'argent est le nerf de l'environnement. C'est absolument vrai ce que vous avez dit, parce que si on veut justement que les populations aient des foyers améliorés, qui consomment moins de charbon, moins de bois, mais il faut que ces projets arrivent dans leur maison. Donc il faut les distribuer, il faut les fabriquer, il faut que les coûts soient accessibles. Donc c'est une véritable industrie qu'on doit mettre en place derrière. Et donc tous ces financements, c'est un véritable marché. On gagne de l'argent et on rembourse la banque. Justement, comment financer les petites entreprises qui n'ont pas toujours accès aux grands bailleurs de fonds? Et oui, vous avez entièrement raison, parce que tout ce dont on parle, c'est fait pour les grandes entreprises, c'est fait pour les États, et on a malheureusement des PME, on a des toutes petites entreprises, et qui, elles aussi, peuvent très bien vouloir faire des projets dans les biofertilisants, faire des projets dans le charbon vert, etc. Et comment vont-elles faire? Alors là, c'est un troisième élément qu'on a entendu avec beaucoup d'intérêt lors des journées africaines de la transition écologique, et c'est un projet qui est mené par le secteur privé, un opérateur économique, en collaboration avec l'État, et vous allez voir, ils veulent faire un incubateur, une pépinière d'entreprises vertes et trouver justement les stratégies, les réunir et trouver les stratégies pour les financer. Notre troisième élément vidéo de ce matin sur le soutien aux PME vertes. Préférence bien sûr pour les PME et les TPE, donc les petites et moyennes entreprises. Et nous avons dans le cadre justement de la recherche et de l'innovation, et avec l'appui donc de la direction de l'économie verte et avec l'appui aussi de l'agence Côte d'Ivoire PME, nous avons mis en place un processus pour mettre en place un cluster vert des PME vertes en Côte d'Ivoire. Et il s'agira là de mettre en place un écosystème pour justement optimiser la capacité des différentes PME et des différentes initiatives à saisir les opportunités dans le cadre d'une relation interactive avec le secteur de la banque et des finances, le secteur de la recherche, tous les secteurs de l'écosystème qui peuvent permettre l'accélération justement du développement des PME vertes. Oui, ça c'est très très concret. Voilà, on a vu les initiatives privées de soutien aux PME vertes, c'est très ingénieux ça, c'est très ingénieux. Moi ce qui me plaît, on voit une certaine forme d'organisation dans tout ce qui est environnement. Quand vous venez ici, on voit que c'est organisé. Tout ce qu'il manque c'est l'argent. Money, money. Alors c'est quoi, on entend parler il a parlé de cluster.
cluster. Et c'est quoi? Quel est l'avantage? C'est comme ça qu'on prononce un cluster? Oui, un cluster. Un cluster où on pourrait, d'ailleurs, c'est vrai, on pourrait parler. Regardez par exemple le VITIB, la zone franche de Grand Bassam sur les technologies de l'information. En fait, on réunit sur une même surface tout un ensemble d'acteurs qui travaillent sur la même thématique. Donc pour le VITIB, c'est les biotechnologies. Ici, l'idée, c'est de dire qu'il faut réunir tout un ensemble d'acteurs qui vont travailler sur l'économie verte, donc trouver des projets qui vont participer à un développement durable de la Côte d'Ivoire. On les réunit ensemble. Déjà, c'est très bien parce que tous ces acteurs qui vivent ensemble, c'est un débat d'idées, ça foisonne d'échanges, ça foisonne de technologies. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très émulateur qui enrichit l'esprit et qui aide aussi le développeur de projet à mieux voir comment il va travailler. Et dans ce mécanisme-là, il y a aussi une collaboration et une coordination qui se mettent en place pour faciliter les questions juridiques, les questions financières, les questions fiscales, etc. Donc c'est un peu comme une pépinière où on va apprendre à une entreprise à naître, à se développer dans un environnement favorable et dans un environnement orienté développement durable. Fédérer toutes les forces et toutes les composantes pour pouvoir mener à bien un projet. C'est exactement ça. Des projets innovants, il en existe dans le monde rural. Comment lui faire bénéficier de ces fonds-là et dont il ignore justement l'origine? Vous avez 1000 fois raison parce que c'est vrai que tout ce qu'on dit est intéressant, sauf que souvent il faut habiter à Abidjan ou habiter près d'une grande ville pour être capable d'accéder à l'information, pour être capable d'accéder aux technologies. Et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont en milieu rural et qui sont tous des gestionnaires de ressources naturelles. Parce que, rappelons-le, un développement durable, c'est un développement durable qui va respecter l'environnement, qui va être économe dans les ressources. Et si on prend simplement l'exemple de nos charbonniers, parce que 75% de l'énergie que l'on consomme en Côte d'Ivoire, c'est le bois de chauffe, l'énergie primaire. Et donc, c'est une cause de déforestation, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment de très bonnes technologies qui vont exister. Nous avons un charbonnier en milieu rural qui veut produire du charbon de manière plus intelligente, mais comment fait-il ? Il n'a pas accès à l'information, qu'il peut y avoir de meilleures technologies. Une fois qu'il va avoir tout ça, il va se dire, mais mon Dieu, quels sont mes actifs? Est-ce que je peux acheter ce four? Est-ce que je peux faire ceci? Et donc là, vous mettez le doigt exactement là où il le faut, parce qu'on n'est pas encore assez bon pour aller à ce niveau-là. On fait, grâce à vous, par exemple, on peut faire une sensibilisation, une information à l'antenne, mais une fois que notre discussion sera terminée, notre temps d'antenne est terminé, oui. Que va faire la personne qui se dit, mais moi, j'ai envie de faire du charbon vert? On prêche dans le désert, alors, Cédric. On prêche dans le désert? On prêche dans le désert. Alors, il a fallu beaucoup de temps pour faire chacune des églises, que ce soit l'église catholique, que ce soit l'église musulmane, si je peux dire ça. Il faut commencer à prêcher, il faut informer les gens, il faut les sensibiliser. Il faut trouver des lieux de prêche. Absolument. Et pourtant, il y a de l'argent. Hein. On a parlé de 12 000 là-bas, il y a des fonds. Dieu sait qu'il y a des fonds connus, non connus, des fonds officiels, non officiels, des fonds homologués, non homologués. Il y a de l'argent dans l'environnement, c'est ce qu'on dit. Hein. Que ces fonds-là se rapprochent des projets aussi. Absolument, c'est ça. Alors, la première difficulté, c'est que trop souvent, alors heureusement, parce que les fonds existent, mais aussi malheureusement parce que trop souvent ces fonds sont orientés vers les États. Il faut donc maintenant les rendre accessibles aux entreprises. Et là, si demain vous avez une idée pour faire quelque chose, on va prendre des biofertilisants pour faire de l'agriculture durable ou même du maraîcher biologique, en agroécologie, etc., il faut que vous puissiez accéder... De la lumière bio pour l'antenne, ce serait bien. De la lumière bio pour l'antenne. On souffrirait pour nos peaux, hein. Oui. On fait un diagnostic. Oui, de la lumière bio. Ce serait bien. C'est vrai qu'elle est. Du coup, j'ai regardé, je ne vous vois plus. Chaude, point de luminosité sur les yeux. Après 95 minutes, quand on quitte ici, mon Dieu. Il fait chaud. Déshydratation. Quand on s'est connus, il n'y avait pas ça. Hein. Il n'y avait pas ça. Mais maintenant, voilà. C'est vrai, absolument. Non, sérieusement, c'est vrai. Il y a de l'ingéniosité en Afrique. Surtout, je vais faire du mal à certaines personnes disant ça, surtout dans l'Afrique anglophone, où les gens sont plus audacieux dans leurs projets. Mince. Plus audacieux, c'est vrai. Parce que trop souvent, quand on voit à l'international, c'est le Kenya, voilà, c'est l'Afrique un peu à la traîne, un peu à l'entraîne. Oui, l'Afrique francophone est un petit peu en retard, c'est ça que vous voulez dire? Un petit peu en retard, oui. Alors, bon, déjà, il faut que je défende l'Afrique francophone. Alors, le Kenya, pays anglophone, est aussi le pays qui accueille le siège du programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, quand on a quand même la chance d'avoir le PNUE dans son territoire, on va je vous prends en mot. Nous avons la balle ici, c'est ça, non? Oui, nous avons la balle ici. On a le financement, l'argent est là. Attendez, 12 milliards, mesdames et messieurs. L'argent voyage jusque là-bas. Mais regardez, par exemple, vous savez, quand la Côte d'Ivoire fait son plan national de développement, elle a son PND, quand elle va voir chacun des bailleurs de fonds. Donc, elle a une stratégie de développement, elle a une stratégie de croissance, elle a des projets qui sont exprimés à l'intérieur et elle va faire le tour des bailleurs de fonds, elle va les présenter. Et donc, il appartient à la Côte d'Ivoire de savoir mobiliser les financements de la BAD, de savoir mobiliser les financements de l'AFD. Et l'AFD, on l'a vu, la Côte d'Ivoire sait le faire.
passe bien? Est-ce que la Côte d'Ivoire mobilise bien les choses? Est-ce qu'elle elle le fait bien? Elle le fait mais bien. Je sens un mais. Oui, je sens un mais dans votre voix. À mon grand regret, on n'est pas encore un champion. On n'est pas encore un champion parce que vous avez cité le Rwanda, vous avez cité le Kenya, on pourrait citer des pays comme le Maroc, etc. On n'est pas encore un champion, mais on a vraiment tout pour le devenir. On a tout pour le devenir parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a largement conscience des enjeux. Nous sommes un monde qui est un monde essentiellement agricole. Donc ce monde agricole fait que nous sommes des acteurs de la déforestation. On sait aujourd'hui à quel point nous avons détruit notre environnement. On sait les enjeux, les conséquences, les impacts qu'il y a en termes de température. Il fait trop chaud pour le planteur, il ne pleut pas assez pour le planteur. Donc on a aussi, si on a eu la capacité d'être le premier producteur mondial de cacao, le premier producteur mondial d'anacarde, à ce moment-là, nous avons aussi la capacité à reboiser et à réoccuper l'espace rural. Il faut simplement de nouveau qu'on dise aux planteurs, voilà comment tu peux travailler, voilà quels sont les revenus que tu vas en obtenir, et à ce moment-là, soyez sûr qu'en bon paysan, il va toujours prendre cette direction. Il faut créer une bonne proximité avec les paysans sur le terrain. C'est exactement pour les ça, parce que accompagner. Ce sont pour moi les fantassins de la lutte contre le changement climatique. On vit en ville, nous ne produisons pas en ville. Non. Je veux dire, est-ce qu'on cultive quelque chose en ville? On produit quoi? Du papier, de l'argent, de la pollution, etc. Donc, et on a sur des toutes petites surfaces de territoire. Mais la grande et l'immensité de la surface de la Côte d'Ivoire est couverte par le monde rural. Donc c'est lui qui, les outils à la main, les financements disponibles, les projets, l'orientation, l'encadrement, vive le paysan, sera capable d'agir sur le territoire. Oui. Je reviens à votre question tout à l'heure, ô combien il est important d'agir sur le monde rural. Voilà. Parce que le succès de ce pays reposera toujours sur l'agriculture. On ne le dira jamais assez. Merci Cédric. Alix, merci beaucoup. Eh oui, merci Cédric. Et puis on se revoit avec grand plaisir la semaine prochaine. Avec très grand plaisir. Nous, on poursuit votre matinale de bonheur préférée qui vous offre en tout cas plein d'informations pour vous développer votre intelligence sur plusieurs choses. On part pour une petite réclame publicitaire. Régis Kofi viendra pour le dernier flash, le flash inter. Et à tout de suite avec le docteur professeur Domwa Kwao Midar. À tout de suite. Madame, Monsieur, vous suivez à présent l'actualité internationale, à commencer par Bruxelles et Londres, qui se sont finalement accordés sur un report du Brexit. Les 27 réunis en sommet hier ont offert la date du 31 octobre avec un point d'étape en juin. La première ministre britannique Theresa May, qui demandait de son côté un report au 30 juin, a accepté la proposition de l'Union européenne, a annoncé le président du Conseil européen, Donald Tusk. Un rond noir au milieu d'un disque flamboyant. Pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, une équipe de scientifiques révèle pendant une conférence de presse à Bruxelles la véritable image d'un trou noir. Ce trou noir se situe à 55 millions d'années-lumière de la Terre. En Israël, Benjamin Netanyahou est en route pour un 5e mandat de Premier ministre après le dépouillement de la quasi-totalité des votes aux législatives d'hier. Il est en meilleure posture que son principal rival, Benny Gantz, pour former le prochain gouvernement. Ravi du résultat, le président américain Donald Trump a estimé ce mercredi que la victoire de son ami Netanyahou, dit-il, augmentait les chances d'aboutir à la paix au Proche-Orient. La police surveille la maison de l'ancien président péruvien Pedro Pablo Kuczynski après qu'il a été mis en détention dans une affaire de corruption. La justice péruvienne a ordonné hier le placement en détention provisoire pour 10 jours de l'ex-président. Le Dalai Lama, admis mardi dans un hôpital de New Delhi pour des douleurs thoraciques, va beaucoup mieux et devra quitter l'établissement dans quelques jours, a déclaré hier le porte-parole du chef spirituel tibétain. Sa sainteté va mieux, beaucoup mieux, mais il est toujours traité à l'hôpital et nous espérons qu'il en sortira dans quelques jours, a déclaré Tenzin Takla. Il n'a pas précisé exactement de quoi souffrait l'icône mondiale de 83 ans. Le maire de New York, Bill de Blasio, a ordonné mardi que les habitants non vaccinés de plusieurs quartiers de la ville soient contraints de recevoir le vaccin contre la rougeole pour tenter d'endiguer
une résurgence de la maladie particulièrement forte au sein de la communauté juive orthodoxe. Il s'agit d'un nouvel épisode de retour de la rougeole observé dans de nombreux pays occidentaux et directement lié à la montée du mouvement anti-vaccination. Et voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Alix et Marco prennent maintenant toute la place pour la suite et fin de Matin Bonheur. Merci beaucoup Régis, on vous retrouvera avec beaucoup de plaisir le lundi, toujours pour les informations, les différentes interventions, les principales manchettes de l'info dans Matin Bonheur. Demain, ce sera l'affaire de Abdoulaye Koné, dénommé Mr. Friday. Merci d'être avec nous pour la dernière passerelle, dernière ligne droite de cette émission réalisée par Christelle Akossa. Nous allons parler santé dans quelques instants avec le professeur Domwa Kwao Meda. Il est professeur titulaire de pneumophysiologie du côté de l'université et nous parlera bien sûr de la tuberculose, diagnostic, symptômes et prise en charge. Il faut rappeler, mesdames et messieurs, que la tuberculose fait partie des 10 premières causes de mortalité dans le monde. 10,4 millions de personnes en 2016 au niveau des infections et puis 153 tuberculeux pour 100 000 habitants. Ça sont les chiffres de la Côte d'Ivoire. On a dénombré 21 710 cas déclarés, bien sûr, en 2016. On aura donc des précisions encore plus précises, si on peut s'exprimer ainsi, avec le professeur dans un instant. Mais avant, la thématique illustrée. Pour moi, la tuberculose, c'est une maladie, c'est une infection des poumons. La tuberculose, c'est une maladie infectieuse, je sais. Ce que je sais, c'est une maladie infectieuse. C'est pas loin, on dirait du sida. Et puis, je sais que les médicaments sont gratuits. Et puis, il faut suivre le traitement loyalement. La tuberculose, c'est une maladie infectieuse qui est provoquée par une bactérie dont le nom scientifique est Mycobacterium tuberculosis. Il existe plusieurs espèces et l'espèce la plus fréquente, donc qui est responsable de la plupart des tuberculoses humaines, c'est Mycobacterium tuberculosis hominis, et également appelé bacille du Koch, du nom du scientifique allemand qui l'a découvert en 1882, Robert Koch. Un tiers de la population mondiale est infectée par la tuberculose. Qualifiée d'infection opportuniste, la tuberculose est une des maladies qui profitent de la faiblesse du système immunitaire. Il faut savoir avant tout que la tuberculose est une maladie qui peut atteindre tous les organes, mais elle atteint surtout le poumon et c'est cette atteinte pulmonaire-là qui est contagieuse. Voilà. Et donc, la maladie va se transmettre par voie aérienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elle va se transmettre d'une personne malade, donc qui a une tuberculose des poumons, contagieuse, vers une autre personne qui n'est pas malade. Et, lors des efforts du tout, au cours de la parole, de l'éternuement, du chant, etc. Malgré l'existence d'un traitement très efficace et d'un vaccin à la naissance, la tuberculose continue de faire des victimes et compte parmi les 10 premières causes de mortalité dans le monde. La tuberculose, ce n'est pas que l'affaire des prestataires de soins. Voilà, c'est l'affaire de toute une communauté parce que nous sommes tous exposés. Donc tous, que ce soit société civile, ONG, malades, médias, nous devons tous concerter nos efforts pour pouvoir mettre fin à cette maladie et ce pour des lendemains meilleurs. Chaque jour, plus de 20 000 personnes contractent la tuberculose et 5 000 en meurent dans le monde. Cela fait de la tuberculose l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. En 2016, 1,7 million de personnes en sont mortes sur 10 millions de patients touchés. On estime que le diagnostic et le traitement de la tuberculose ont permis de sauver 49 millions de vies entre 2000 et 2015. Alarmants et des chiffres précis donnés avant l'illustration de cette capsule, en compagnie donc du professeur Domwa Kwao Meda, professeur titulaire de pneumophysiologie. On parlera de cette maladie et il faut préciser que nous avons célébré le 24 mars dernier la journée internationale contre la tuberculose. Bonjour professeur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors quel est le point? Est-ce qu'on peut se faire un point de la tuberculose en Côte d'Ivoire? Ok. Alors, je voudrais avant tout propos adresser mes sincères remerciements à la Direction générale de la RTI qui nous permet aujourd'hui de nous entretenir sur ce brûlant sujet d'actualité qu'est celui de la tuberculose. Alors, selon les derniers chiffres émanant du rapport
du programme national de lutte contre la tuberculose de 2017, le nombre de cas de tuberculose notifiés n'a pas tellement varié par rapport à 2016, puisque nous étions dans l'ordre de plus de 21 000 cas de tuberculose notifiés. On est même à 21 300. Il semble qu'il y ait une légère chute du nombre de cas notifiés par rapport à l'année dernière. Mais si on s'en tient aux estimations de l'Organisation mondiale de la santé, on se rend compte que malgré qu'on soit à plus de 21 000 cas de tuberculose notifiés, il y a encore un gap. Il y a un écart de près de 15 000 patients. Ça veut encore dire qu'il existe de nombreux malades de la tuberculose qui échappent actuellement au système de santé. Et ça dû à quoi? Mais ce sous-diagnostic est dû au fait que, en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, les malades vont d'abord chez les praticiens avant d'arriver à l'hôpital. Et très souvent, ils se retrouvent dans des groupes de prière où on prétend guérir la tuberculose par les prières. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui expliquent que les patients arrivent très souvent tardivement dans les structures de prise en charge de la tuberculose avec un risque de mortalité qui est également élevé. Comment on pourrait expliquer aussi le fait d'être aussi réfractaire au système sanitaire indiqué pour soigner toute pathologie? Le vrai problème... C'est pas un échec aussi quelque part de votre part? Bon, échec de la part du personnel de santé, pas forcément. J'ai écouté tout à l'heure l'intervention du professeur Bakayoko qui est dans mon service, qui a dit qu'en réalité, si on veut lutter efficacement contre la tuberculose, il faut démédicaliser la lutte contre la tuberculose. C'est-à-dire que si on confie uniquement aux professionnels de la santé la lutte contre la tuberculose, on ne pourra pas venir à bout de cette maladie. Mais il existe, professeur, un programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Pourquoi il n'y a pas de... Oui, il y a aussi, il faut noter qu'il y a aussi un programme national de lutte contre la tuberculose qui est très bien structuré, qui depuis les années de l'indépendance mène toutes les activités. S'il est si bien structuré que ça, pourquoi il ne s'arrime pas de l'expertise du programme national de promotion de la santé, de la médecine traditionnelle pour un travail synergique? Mais justement, ce que je voudrais dire, vous anticipez, et cette collaboration existe entre le programme national de lutte contre la tuberculose, le programme national de lutte contre le sida et le programme national de lutte contre de la médecine traditionnelle. Malheureusement, malgré tous les efforts qui sont faits, on se rend compte qu'il y a encore des cas de tuberculose qui échappent au système de santé. Une autre explication serait probablement les méthodes d'estimation utilisées par l'Organisation mondiale de la santé qui probablement surestiment les cas estimés. Mais sinon, depuis une dizaine d'années, on se rend compte que malgré la décentralisation de la lutte contre la tuberculose, aujourd'hui il y a plus de 300 centres de prise en charge de la tuberculose répartis sur toute l'étendue du territoire national. On se rend compte que les cas de notification et de dépistage stagnent encore. Donc vous vous plaignez des chiffres de l'OMS. On ne se plaint pas, ce sont des objectifs qui ont été fixés et on tend vers ces objectifs. Vous-même, vous ne pouvez pas avoir vos propres chiffres. Pourquoi les statistiques sont pas, le croisement n'est pas exact? Pourquoi vous comptez toujours sur l'OMS pour des statistiques? Vous êtes professeur, vous avez des statistiques personnelles à votre niveau déjà. Si on ajoute d'autres professeurs, pourquoi vous attendez toujours l'OMS? Vous ne pouvez pas faire vous-même vos propres chiffres? On ne compte pas sur l'OMS. Nous avons des données réelles, ce sont des données de dépistage. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont présenté des symptômes de la tuberculose chez lesquels on a fait le diagnostic de la tuberculose. Ça, ce sont les cas notifiés. Maintenant, de façon mathématique, l'OMS fait des calculs et fait des estimations. Avec des marges. Et partout dans le monde entier, il y a un écart entre le nombre de cas de tuberculose dépistés et le nombre de cas de tuberculose notifiés. Si on prend les chiffres mondiaux de l'OMS, il y a un écart de 4 millions entre les cas estimés et les cas notifiés. Donc c'est une réalité. Le problème, c'est de faire en sorte que le dépistage continue et qu'une fois que les patients ont été dépistés, qu'on puisse les suivre jusqu'à ce qu'on assure leur guérison. Parce qu'on estime que guérir un malade de la tuberculose, c'est briser la chaîne de contamination de la maladie. Justement, parlons de la chaîne de contamination. Vous avez parlé, au vu des chiffres et des estimations de l'OMS, il y aurait des malades qui ne soient pas, on va dire, fichés dans le système traditionnel.
qui échapperait au système de santé. Donc, qui proliférerait la maladie avec d'autres personnes. Exactement. Et qu'est-ce qui est fait pour stopper cela? Mais ce qui est fait, moi, si je prends l'exemple du programme national de lutte contre la tuberculose, il y a un service de communication. Il y a un service de communication qui fait de la sensibilisation auprès de la communauté et surtout auprès des populations cibles. Et ce service de communication profite à la faveur de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose pour intensifier les actions de sensibilisation. Vous dites à la faveur de la journée, donc c'est à la journée seulement pour intensifier. C'est une activité qui est permanente, qui se fait au quotidien. Mais cette permanence-là n'est pas relevée. C'est ce qui nous choque, parce qu'il s'agit de santé. On ne va pas forcément attendre la journée pour accroître sa communication. Ça doit être des conférences de presse quotidiennes. Quand l'OMS communique ses chiffres, sur le terrain. Vous êtes à côté, vous communiquez aussi les vôtres avec la réalité ivoirienne, la manière, la méthodologie ivoirienne, parce que Dieu sait que vous êtes nombreux à être des cadres compétents dans le domaine. C'est ça. Mais c'est justement ce que... On ne le sent pas. On ne le sent pas, professeur. On ne le sent pas. Ce qui est fait par le programme national de lutte contre la tuberculose au quotidien. Mais on ne le sent pas. Et la journée mondiale, c'est l'apothéose justement, c'est le point sur tout ce qui est réalisé en matière de lutte contre quels sont les résultats la tuberculose en Côte d'Ivoire. Quels sont les résultats qu'ont apporté cette journée-là? Mais justement, le bilan est que, à la faveur de cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose, la Côte d'Ivoire a présenté les efforts qui ont été faits en matière de lutte contre la tuberculose. La Côte d'Ivoire a participé en 2017 à la conférence mondiale de l'OMS et cette conférence avait été surtout axée sur les ministres de la Santé. Et à cette conférence à Moscou, il y a eu la déclaration des ministres de la Santé pour accroître les moyens pour une lutte contre la tuberculose efficiente. Et quels sont les résultats après la déclaration? Il y a eu également la réunion de haut niveau des chefs d'État du monde entier sous l'égide de l'OMS qui s'est tenue aux Nations Unies en septembre 2018. Donc, à la suite de toutes ces réunions, on a constaté que les objectifs qui ont été fixés par l'OMS pour l'éradication de la tuberculose en 2035 étaient loin d'être atteints. Parce qu'actuellement, il fallait que les gouvernements de tous les pays mettent en œuvre tous les moyens, y compris les moyens financiers, pour booster cette activité. Sinon, les résultats obtenus sont satisfaisants. Mais il n'y a pas assez de moyens. Ce que vous avez dit, c'est qu'il faut que le gouvernement mette... Il faut que les moyens augmentent. Donc les moyens qui sont là actuellement ne sont pas suffisants. Oui, aujourd'hui, au niveau du monde entier et au niveau de tous les pays concernés par la tuberculose, il y a une insuffisance de financement de la lutte anti-tuberculose. Voilà, ça c'est bien. Vous avez le courage au moins de dire ça. Maintenant, concernant notre pays, la Côte d'Ivoire, si c'est au niveau du monde entier, on ne va pas prendre le monde pour se couvrir. Parlons de notre pays, la Côte d'Ivoire. Quels sont vos besoins concrets, professeur? Quels sont vos besoins concrets pour que la lutte soit la plus efficiente possible aujourd'hui? On est d'accord, la Côte d'Ivoire participe au séminaire. C'est la Côte d'Ivoire quand même. On est présent à tous les séminaires. Mais qu'est-ce que vous avez à dire aux malades qui sont dans les endroits les plus reculés ou à Abidjan, tout ça? Vous avez besoin de quoi concrètement? Le problème, on n'a pas besoin de grand-chose. Ah, Dieu merci. Mais c'est le problème de la sensibilisation. Et comme je vous l'ai dit, il faut que, à partir de maintenant, la population puisse reconnaître les signes qui font évoquer la tuberculose. Donc on va continuer à commencer. Le professeur Bakayoko l'a dit tout à l'heure, il existe deux types de tuberculose. Il y a la tuberculose pulmonaire qui est la forme contagieuse de la maladie et la tuberculose extra-pulmonaire qui est la tuberculose qui atteint les organes autres que le poumon. Donc dans la lutte contre la tuberculose, il s'agit de repérer dans la communauté les personnes qui présentent les symptômes qui évoquent la tuberculose, de les amener dans les centres de diagnostic et de traitement, de faire le diagnostic de la tuberculose, de les traiter et de les suivre jusqu'à la guérison. Parce que le traitement de la tuberculose, c'est un traitement qui est long. Les nouveaux cas de tuberculose doivent bénéficier d'un traitement de 6 mois. Alors vous comprenez que le véritable problème se situe à ce niveau. Quand en Afrique, la notion de maladie et de traitement prolongé n'est pas admise par la communauté, c'est un problème. Et le problème, c'est la durée du traitement. Et l'assiduité du patient. L'assiduité du traitement, c'est un traitement qui doit être régulier. Nous reviendrons à la discussion. Professeur, justement, nous, on va commencer et faire notre part de sensibilisation. Oui. Et puis définir ici les différents symptômes que l'on devrait observer pour pouvoir alerter sur les deux formes de tuberculose. OK. Comme je l'ai dit, l'action d'une lutte efficace contre la tuberculose
va tendre à identifier dans la communauté les patients les plus contagieux. Eh bien, les patients les plus contagieux, ce sont ceux-là même qui vont présenter une tuberculose pulmonaire. Dès cet instant, il faut pouvoir reconnaître un patient qui est présumé malade de tuberculose pulmonaire. Et les signes sont connus. C'est un patient qui a une toux chronique, une toux qui traîne depuis au moins 2 semaines. Et cette toux-là... Une toux diurne ou nocturne? Elle peut même être permanente. C'est une toux pour laquelle on n'arrive pas à trouver la cause. Donc, au-delà de 2 semaines, une toux qui traîne va permettre de faire suspecter une tuberculose pulmonaire. Très bien. Et cela est d'autant plus important que cette toux est associée à un certain nombre de signes qu'on a appelés dans le jargon médical les signes d'imprégnation tuberculeuse. Il s'agit premièrement d'une fièvre qui survient habituellement les soirs, qui s'accompagne de sueur profile, d'un amaigrissement important, d'une perte de poids considérable, d'une perte d'appétit et puis d'une fatigue exagérée. Et chez les femmes, il convient d'ajouter ce qu'on appelait l'aménorrhée non gravidique, c'est des femmes en âge de procréer. Ce sont des femmes qui ne voient plus leurs règles et chez lesquelles, lorsqu'on fait le test de grossesse revient négatif. Donc, l'association d'une toux chronique avec ou sans signe d'imprégnation tuberculeuse doit amener à penser à la tuberculose. Et d'ailleurs, l'un des messages forts du programme national de lutte contre la tuberculose depuis plusieurs années consiste à dire que face à une personne qui tousse depuis au moins 2 semaines, le premier réflexe à avoir, c'est de l'orienter dans un centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose. C'est comme ça qu'on pourra traiter les malades et non les orienter dans des centres de prière ou bien chez des marabouts pour essayer d'exorciser la maladie. Donc la concurrence est terrible. Ok, alors moi je veux savoir, le test de la tuberculose, c'est gratuit? Oui, la prise en charge de la tuberculose en Côte d'Ivoire est gratuite. Et la confirmation du diagnostic de la tuberculose repose essentiellement sur l'examen au microscope des crachats. Et c'est un examen qui est gratuit. C'est gratuit partout en Côte d'Ivoire? Partout en Côte d'Ivoire. C'est coordonné par la gratuit direction selon le dictionnaire ou gratuit selon l'Afrique? Mais vous doutez de ce que je vous dis? Oui, on a de quoi. Mais c'est gratuit. On a vu justement des endroits des téléspectateurs qui suivent l'émission nous dire que voilà. Lorsque les choses sont gratuites, eh bien, on se rend compte que les gens ne les aiment pas. Sinon, en ce qui concerne la tuberculose, il y a des arrêtés ministériels qui mettent un accent sur la gratuité de la prise en charge de la tuberculose. Il y a des contrôles de vérification sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce qu'il y a des contrôles pour voir si c'est effectif? Mais ceux qui ne sont pas contents peuvent le vérifier. Non, mais à mon niveau, je peux vous dire que le traitement, le diagnostic, il est gratuit. Oui. Le traitement, il est gratuit pour le malade. Il est gratuit pour le malade, mais il y a quelqu'un qui paye. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui paye. Les intrants pour faire le diagnostic, le microscope, les lames, les lamelles, les réactifs. Et tout ça, c'est payé par l'État. Le médicament, c'est payé. Tout le processus est pris en charge par l'État en faveur de la population qui ne débourse rien pour le diagnostic de la tuberculose. Nous sommes très heureux, les gens seront contents. Dites pas que c'est pour ceux qui n'ont pas contents. Les gens ont le droit de vérifier parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes en Afrique. Il y a eu plusieurs fois ici des personnes comme vous en cravate venus nous dire des choses et après sur le terrain, ça s'est avéré faux. Donc les gens sont en mesure de vérifier. C'est pas qu'ils ne sont pas contents, c'est parce qu'il va de la santé, c'est très important. La population est en mesure de vérifier la gratuité des soins liés à la prise en charge de la tuberculose. Contente ou pas, c'est son droit. Oui, tout à fait, c'est d'ailleurs son droit de le constater. On va continuer dans l'identification. C'est d'ailleurs une des forces du programme national. Est-ce qu'il y a un numéro vert? Bon, je ne peux pas vous donner le numéro vert du programme que je n'ai pas actuellement. Donc il n'y a pas de numéro vert? Non, il n'y a pas de numéro vert, mais le contact du programme est connu. Vous pouvez donner le contact, c'est pas de la pub. D'accord. D'accord, donc on va continuer à parler de sensibilisation. J'avoue que je ne suis pas là au titre du programme national de lutte contre la tuberculose, mais je vous donne des informations qui sont connues de tous les professionnels. Une donnée importante, c'est la sensibilisation et la reconnaissance des signes, comme on le disait. On a vu pour un des cas. Oui. L'autre cas, quels sont les signes qu'on devrait observer? Mais je ne peux pas énumérer tous les signes des autres maladies qui ne sont pas contagieux. En fait, le but, comme je l'ai dit, de la lutte contre la tuberculose, c'est de dépister les cas les plus contagieux, ce sont les cas qui présentent une tuberculose pulmonaire. Alors, la tuberculose extra-pulmonaire intéresse tous les organes. On peut avoir une tuberculose de l'estomac, on peut avoir une tuberculose du genou,
on peut avoir une tuberculose de la gorge, on peut avoir une tuberculose des yeux, on peut même avoir une tuberculose de la peau. Et donc, les signes vont varier en fonction du siège de la tuberculose. Et donner les signes qui font penser à la tuberculose extra-pulmonaire serait vraiment très fastidieux. Et je pense qu'il faut focaliser la lutte contre la tuberculose sur les formes contagieuses, celles-là qui permettent d'entretenir et de transmettre la maladie dans la communauté. C'est vraiment le plus important en matière de dépistage. Et le message phare, c'est de se rendre dans un centre de santé pour se à faire chaque éruption dépister de et signes. dans tous les districts sanitaires de la Côte d'Ivoire, il y a au moins une structure de prise en charge. Alors, quand on fait le ratio, les femmes, les hommes, quelle est la population frange la enclin plus touchée? Bon, lorsqu'on fait le ratio, il y a environ 2 fois plus... Dans ce que vous avez comme données. Dans ce que nous avons comme données, il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes qui sont atteintes de tuberculose. Cela est dû à quoi, à votre avis? Cela est peut-être dû au fait que les hommes sont beaucoup plus exposés parce qu'ils ont beaucoup plus de risques qui favorisent le développement de la tuberculose. Lesquels? Eh bien, justement, parmi les facteurs qui favorisent le développement de la tuberculose, aujourd'hui, le moteur le plus puissant de la tuberculose, c'est l'infection à VIH. Et il a été noté dès le début qu'il y a eu une véritable épidémie de tuberculose au sein de la pandémie du sida qui s'est traduite par la recrudescence des cas de tuberculose. Et parce que, justement, on peut, comme l'a montré si bien le professeur Bakayoko, lorsque on est infecté pour la première fois par le bacille de corps qui est responsable de la tuberculose, on peut forcément ne pas développer la maladie. Et l'expérience a montré que 90% des personnes qui ont eu un premier contact avec le bacille tuberculeux se trouvent en état de tuberculose infection latente. Ça veut dire que le système de défense de l'organisme de ces personnes-là a pris le dessus. Les bacilles tuberculeux sont neutralisés dans l'organisme, ils sont à l'état dormant. Ils font ce qu'on appelle une tuberculose infection latente qui est asymptomatique et non contagieuse. Cela peut durer toute la vie. Malheureusement, à un certain moment donné, ces personnes qui se trouvent en infection latente vont développer une tuberculose évolutive. Cela veut tout simplement dire qu'il y a des facteurs qui vont favoriser le développement de la maladie. Et le premier de tous ces facteurs-là, c'est bien entendu le virus de l'immunodéficience humaine. Mais à côté, il y a d'autres facteurs qui diminuent l'immunité des patients et qui permettent à la tuberculose de se développer. C'est notamment le cas du diabète, c'est le cas du tabagisme, c'est le cas de l'éthylisme chronique, c'est le cas également de l'utilisation de certaines molécules, de certains médicaments, que sont les corticoïdes. Et on estime qu'au-delà de 15 jours d'utilisation d'une corticothérapie, on baisse les moyens de défense de l'organisme, donc on favorise le développement de la tuberculose. Donc ce sont tous ces facteurs-là qui vont expliquer qu'une personne qui a été infectée, qui n'était pas malade, va par la suite développer la maladie. Professeur, pour terminer, est-ce qu'on peut parler un peu de la recherche? Quelles sont les promesses, les belles promesses au niveau du traitement de la tuberculose? Est-ce qu'il y a... Parce que ça évolue tout le temps. Oui, mais il faut dire qu'en ce qui concerne le traitement, la recherche, jusque-là, n'avait pas beaucoup évolué. Et si on se rend compte que le bacille de corps, il a été découvert le 24 mars 1882 par le docteur Robert Koch. Et le premier médicament pour traiter la tuberculose n'a été découvert qu'en 1944, c'était la streptomycine. Et les autres médicaments ont suivi progressivement jusqu'en 1966. Et c'est seulement il y a quelques années qu'on a découvert 2 récentes molécules qui interviennent dans la prise en charge des cas de tuberculose résistante, qui sont le délamanine et la bédaquiline. La recherche avance, le mécanisme de mise en place de nouveaux médicaments est très long, mais la recherche sur ce plan avance. Et la prise en charge emmène à la guérison. Lorsque les patients prennent correctement leurs médicaments en respectant scrupuleusement les règles d'administration des antituberculeux, la guérison est assurée à 100%. Très bien. Et comme je vous l'ai dit, le traitement, il est long. Il faut être observant. Et puis il faut être assidu, comme l'a dit le professeur. Et puis on est de tout cœur avec le programme national de lutte contre la tuberculose et toutes ces fondations et organisations non gouvernementales qui travaillent pour baisser, vraiment baisser beaucoup le ratio de cas déclarés. Merci beaucoup, professeur. Merci professeur. C'est dommage que vous ne vous rappeliez pas du numéro, vous l'auriez donné. Non, je l'aurais donné, mais je ne l'ai pas. C'est ça la sensibilisation. Le centre, il est où? Le centre antituberculeux, la direction de coordination du programme national
de lutte contre la tuberculose est situé dans l'enceinte du centre antituberculeux à Adjamé, à côté du marché. Et il est accessible à tout le monde. À tout le monde. Oui. Merci beaucoup, professeur. Géolocalisation. Non, restez. Merci, professeur. Et puis, merci aussi à vous, téléspectateurs. Restons alertes à toutes les personnes qui vivent avec nous pour pouvoir, pourquoi pas, déceler des cas de pathologie. On vous souhaite une belle santé pour ce jeudi et pour toujours. On se revoit demain pour le final.